Depuis 1900, le guide Michelin répertorie scrupuleusement les meilleures adresses. Parmi sa catégorie la plus prestigieuse figurent les restaurants étoilés. Des établissements rigoureusement sélectionnés par des inspecteurs mystères dont l'identité doit rester secrète. Du côté des chefs, l'obtention de cette précieuse récompense nécessite un investissement et une rigueur constante réévaluée chaque année. Mais les retraits d'étoiles et les méthodes d'évaluation sont parfois au cœur de vives critiques. À l'occasion de la cérémonie annuelle du guide Michelin, nous vous résumons tout ce qu'il faut savoir sur le guide rouge en 10 minutes. Europe 1, au cœur de l'actu. Comment une manufacture de pneumatiques est-elle aujourd'hui renommée pour son guide gastronomique ? A priori, ces deux univers n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais c'était sans compter sur André et Édouard Michelin, les deux fondateurs du groupe. On est alors en 1900. À cette époque, l'automobile est très peu développée. Moins de 3000 automobilistes circulent alors sur les routes de France. Et il faut dire que la conduite n'est pas des plus agréables. Les routes sont souvent mal indiquées, parfois dangereuses. Les frères Michelin sont convaincus de l'avenir de ce nouveau mode de locomotion. Pour contribuer à son développement, et donc à celui de leur entreprise, ils imaginent un petit guide rouge de 400 pages qui répertorie des garagistes, des médecins, des plans de ville, des restaurants, des lieux pour se loger, mais aussi des informations pratiques comme comment changer son pneu ou entretenir son véhicule. Un vrai guide pour faciliter la vie des voyageurs. D'abord distribué gratuitement lors d'achat de pneus, il devient payant en 1920. André Michelin aurait constaté lors d'une visite chez un distributeur que les guides servaient à caler les pieds d'un établi. Il décide alors de le vendre au prix de 7 francs, car selon lui, l'homme ne respecte vraiment que ce qu'il paye. Dans la même année, les restaurants et les hôtels apparaissent avec un classement spécifique. Mais ce n'est que quelques années plus tard que le guide Michelin se dote de son classement historique. D'abord en 1926 avec la première étoile de Bonne Table, puis en 1931 avec la deuxième et troisième étoile. Si ces distinctions sont aujourd'hui les plus médiatisées, le guide propose aussi des sélections alliant qualité et prix modéré à travers notamment son bib gourmand. Et qu'en est-il de ces fameux inspecteurs tant fantasmés ? Le métier est officiellement créé en 1933. Leur rôle est de sillonner les routes du monde entier pour dénicher les meilleures adresses. Ils doivent évaluer les restaurants en toute discrétion, de façon anonyme et indépendante, afin d'être considérés comme un client normal sans traitement de faveur. Le groupe Michelin veille d'ailleurs scrupuleusement à ce que l'identité de leurs inspecteurs et inspectrices reste confidentielle. Selon le peu d'informations que l'entreprise communique à leur sujet, elle précise que ce sont des professionnels de l'hôtellerie-restauration qui dégustent chaque année, en moyenne, 250 repas. Ce mystère qui règne autour des inspecteurs du guide Michelin a même inspiré le 7e art. On pense bien sûr au célèbre film de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse, où Louis de Funès campe le rôle de Charles Duchemin, un critique gastronomique qui n'hésite pas à se grimer en vieille dame pour passer à incognito. Oh, mon eau minérale. Allez vite mettre des glaçons dans le zoo du 5, c'est un Duchemin. Mon eau minérale. Plus récemment, c'est la série Netflix Emily in Paris qui a entretenu le fantasme autour de ce métier bien singulier. Hormis la recherche de nouveaux étoilés, les inspecteurs réévaluent en permanence ceux qui ont déjà obtenu ces récompenses. Pour ce faire, le guide Michelin assure que plusieurs inspecteurs viennent dans un restaurant à différents services et à différentes périodes pour s'assurer de la régularité et de la qualité constante des plats servis. Les divers inspecteurs partagent leur expérience avant de prendre une décision collégiale, à savoir attribuer une étoile, conserver celles existantes ou bien les retirer. Le guide l'assure, seul ce qu'il y a dans l'assiette est pris en compte, peu importe le style de cuisine et de service. En témoignent des restaurants de street food en Asie qui possèdent une étoile. Pour les chefs, l'obtention de ces étoiles traduit une véritable reconnaissance de leur travail. Pendant plusieurs années, le chef Ronan Carvarac a longtemps travaillé dans un établissement doublement étoilé. Mais l'émotion a été pour lui différente quand on lui a attribué des étoiles pour son propre restaurant. Juste après le Covid, il a ouvert avec sa femme le Saison à Saint-Grégoire, près de Rennes. Il a reçu sa première étoile en 2022 et puis l'année dernière, 2 ans plus tard, il a décroché la deuxième. C'est une autre sensation et surtout on est légitime. Parce que maintenir les étoiles dans les autres établissements, c'est une chose. Déjà, faut pouvoir le faire. Donc, c'est déjà très bien. Mais je trouve que c'est moins légitime que quand on a été la chercher soi-même et avec ses propres moyens. Le chef Ronan Carvarac ne le cache pas. Il n'a pas hésité à investir pour viser cette deuxième étoile. C'était un objectif que moi et mon épouse, on a mis en place dès qu'on a travaillé sur le sujet. Mais ça a été surtout après où je pense c'est là qu'on a été très très fort. Ça a été un objectif commun de toutes les équipes. Tout le monde voulait aller la chercher. Il n'y a pas une personne qui oblige à d'autres personnes de le faire. C'est non, on y va tous et on est avec vous et on est tous ensemble.
Au-delà de récompenser un travail de longue haleine, les étoiles ont de réelles retombées économiques pour les restaurants. Le regard des autres n'est plus du tout le même sur vous. Donc déjà, c'est quelque chose de très important parce que c'est un métier où il y a quand même de l'ego et donc on aime bien qu'on nous dise que ce qu'on fait c'est bien. Et on travaille beaucoup pour aussi. Et puis financièrement, moi je parle pour mon cas en tout cas d'être aujourd'hui chef d'entreprise. De 1 à 2, c'est plus 30%. Et dans la conjoncture dans laquelle on vit, je peux vous dire que c'est vraiment pas négligeable. C'est une puissance, ce guide, qui est phénoménale. Après, on est d'accord, pas d'accord sur les choix, mais ça reste des êtres humains. Je sais pas si on ferait mieux qu'eux, mais en tout cas, c'est ultra sérieux. Et c'est pour nos entreprises, à partir du moment où on a envie de jouer dans la compétition, dans la cour des grands, il faut prendre tout ce qui va avec, le bon comme le mal. Le bon, c'est quand on en prend une. Le mal, quand on en perd une, c'est nous qui avons voulu jouer au jeu. Personne ne nous a forcé d'y aller. Mais quels sont les critères qui différencient chaque étoile ? Sur son site internet, le guide Michelin précise qu'une étoile est attribuée à un restaurant considéré comme, je cite, très bon dans sa catégorie, avec une carte de qualité et une offre avec régularité. La deuxième étoile récompense quant à elle les restaurants, je cite, lorsque la cuisine est raffinée et inspirée. Et enfin, la troisième étoile, la plus haute distinction, est décernée à une cuisine remarquable de chefs au sommet de leur talent. Pour éviter un retrait d'étoiles, le guide rouge invite simplement les restaurants à garantir la même qualité qui leur a permis de l'obtenir. La position du guide, notamment en cas de retrait d'une étoile, peut déplaire aux restaurateurs. Mais le guide rouge assume ses choix. En 2008 sur Europe 1, Jean-Luc Naret, ancien directeur du guide Michelin, défendait par exemple le déclassement du restaurant Le Grand Véfour. C'est une baisse de régularité au restaurant du Grand Véfour pour cette année, mais en tout cas, on peut très très bien vivre sans la troisième étoile, mais comme disait Anna Ducasse, on vit tellement mieux avec. Donc je suis sûr que Guy Martin et ses équipes vont à nouveau retravailler dans ce sens et pouvoir offrir à nouveau et faire partie des meilleures tables du monde. Du côté des chefs étoilés, pour qui l'investissement personnel et financier est conséquent, la perte d'une étoile suscite parfois de vives tensions avec le guide. La colère du chef cuisinier Marc Vera, il attaque en justice le guide Michelin. Dans sa dernière édition, le célèbre guide rouge lui avait retiré l'une de ses 3 étoiles. Marc Vera demande à connaître les raisons de ce déclassement. Je ne leur en veux pas, je veux simplement les attaquer pour disparaître du guide Michelin. Parce que j'estime que le guide Michelin n'est plus le guide que l'on avait avant. J'étais très heureux avec mes 3 étoiles Michelin. Mais ce que je veux, c'est la vérité. Si je fais des bêtises, je suis prêt à assumer l'étoile qui me manque. Et puisqu'on ne veut pas me dire la vérité, donc je m'en vais. Le problème du guide Michelin, c'est que ils sont toujours targués d'être transparents et de faire 3 apparitions dans les restaurants gastronomiques 3 étoiles, 2 ou 3 apparitions. Et nous, on les a vus qu'une fois au début de l'hiver, on les voit qu'au début de l'hiver, on les voit jamais au printemps, on les voit jamais l'été. Alors que les cuisines sont différentes, donc je trouve ça très injuste. Et j'ai décidé donc de me retirer du guide parce que ça m'a rendu malade d'une part, et puis d'autre part j'ai vu pleurer une grande partie de mon équipe et qui trouve ça complètement injuste et anormal. Voilà. Sans parler des clients. En 2023, nouveau coup de tonnerre. Le chef triplement étoilé Guy Savoie perd son 3e macaron alors qu'il venait d'être consacré pour la 6e année consécutive meilleur restaurant du monde par la liste. Suite à nos sollicitations, il a décliné notre demande d'interview en précisant qu'il se définissait bien davantage par sa première place au sommet de la liste que par les étoiles Michelin. Une réponse qui en dit long. Plus récemment, 10 jours avant la prochaine cérémonie annuelle de remise des étoiles, qui se tient cette année à Metz, le directeur du guide Michelin, Gwental Poulenec, a annoncé le retrait de la 3e étoile du chef français Georges Blanc. Aujourd'hui âgé de 82 ans, il détenait les 3 macarons depuis 1981. Il s'agit de l'établissement le plus anciennement étoilé du monde, sans discontinuer, avec une première étoile acquise par sa grand-mère, Elisa Blanc, en 1929. Oui, parce que Georges Blanc, 82 ans, le dit lui-même, dans sa vie, il a passé plus de temps avec les 3 étoiles que sans, puisque son restaurant de Vona arborait la distinction depuis 44 ans. Un chef qui s'est avoué surpris par la nouvelle tout à l'heure quand nous l'avons joint à Paris, mais qui veut rester positif. Je pensais pas quand même qu'on était menacé. J'ai rencontré ce matin le directeur qui m'a dit qu'on était bon pour les sauces, mais que les inspecteurs n'étaient pas convaincus du niveau 3 étoiles. Mais c'est un mal pour un bien, en fait, parce que même si mon ego a souffert, je vais quand même essayer de rester en forme, de faire des
les choses avec plaisir, mais sans me mettre la pression comme j'ai connu pendant si longtemps. Un peu sous le choc aussi les personnels de son restaurant gastronomique, à l'image de son directeur Alain Pichon. Déçu, triste. Il va falloir positiver, se battre et puis repartir. On va retravailler tout ça, se remettre au combat. En tout cas, les clients restent très admiratifs, comme Joël, un Suisse venu dîner ce soir. On aime bien faire chanceler les statues, c'est très à la mode. Au regard de la carrière et de la virtuosité de ces grands chefs, connaissant un peu l'effort et l'abnégation que ça représente pour tenir un navire pareil, c'est pas une poignée de critiques qui vont me faire changer d'avis. L'art est difficile, la critique est facile. En février 2003, la pression qui pèse sur les restaurants étoilés est dénoncée par une grande partie de la profession. Il reproche au guide Michelin et au Gaultier Millau d'avoir provoqué le suicide du chef Bernard Loiseau après l'avoir menacé de lui retirer sa 3e étoile. Le Gaultier Millau est même pris violemment à partie par le chef Paul Bocuse qui déclare alors aux médias, je cite, « Bravo Gaultier Millau, vous avez gagné, votre appréciation aura coûté la vie d'un homme ». Des rumeurs réfutées par la femme de Bernard Loiseau, Dominique Loiseau. C'est une disparition atroce, mais l'émotion qu'elle suscite prouve qu'en France, la cuisine est un art véritable. Témoignage immédiat dans ces titres de Madame Loiseau, qui explique que ces derniers temps, son mari était épuisé. Nous sommes tous atterrés, nous ne comprenons pas ce qui nous est arrivé, parce que Bernard Loiseau, c'était une réussite. Mais tout ça s'est fait au prix de 27-28 ans de travail harassant pour Bernard. Il n'a pensé qu'à ça, il n'a fait que cela. Il n'a pas pris de vacances et nous étions toujours ouverts, donc aucun jour de fermeture. Et là, il arrivait à un point de fatigue tel que il a eu un coup de déprime. Cette fatigue lui a fait faire un acte insensé qui a dû se produire rapidement parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas... on réfléchit dans ce genre de choses, mais là, c'est quelque chose d'impulsif. Bernard a toujours été quelqu'un d'excessif, vous le savez. Et là, il a fait ce qu'il a voulu, comme toujours. Ça fait 15 jours qu'il dit qu'il est déprimé, qu'il est démoralisé, mais Bernard a eu des périodes comme ça. Vous savez, tous ces êtres exceptionnels qui donnent cette impression d'assurance ont toujours une fragilité intérieure, ont toujours des périodes de doute très forts. Mais on n'aurait pas pu penser que cela arriverait. À un tel niveau d'excellence gastronomique, avec une réévaluation constante, la pression peut être intense pour les chefs. Une obsession des étoiles que refuse le chef Camille Delcroix. Gagnant de la 9e saison de Top Chef en 2018, il a ouvert son propre restaurant en 2021, le Bacauve, à Saint-Omer dans les Hauts-de-France. L'année dernière, il a reçu sa première étoile. Ouais, je pense qu'on l'a voulu, on a tous travaillé pour. Après, moi, je travaille surtout pour que mes convives reviennent. C'est pas le restaurant très guindé, très chic, très... Même si on fait bien les choses, quoi. Mais moi, je travaille vraiment pour mes clients, pour le coup. On fait toujours des choses qu'on n'a pas forcément faites. On retravaille des recettes, on s'améliore. Mais non, je ne me mets pas une pression. Par contre, j'aime que le travail soit bien fait, quoi, pour le coup. C'est une rigueur, c'est pas de la pression. Non, on a la chance d'avoir un métier plaisir et passion. Le jour où j'aurai une pression, ça sera pas bon. Même si le chef Ronan Kervarec ne cache pas son envie d'accéder à la 3e étoile, il souhaite conserver une certaine liberté. En fait, c'est pas la cuisine qui m'intéresse. C'est cuisiner pour cuisiner, moi ça m'intéresse pas. C'est cuisiner pour faire plaisir. Moi j'ai déjà pensé à plusieurs scénarios, donc si vous voulez, ça va pas détruire ma vie et ça va pas... J'aurais une déception de me dire, bon bah voilà, écoute, t'as pas été à la hauteur. Bon bah voilà, t'es puni, voilà, t'as pas été bon, t'es puni, fini. Mais je fais autre chose. Moi, je veux garder ma liberté de me dire, je fais ce que je veux. Ça marche avec ça, ok. Si ça marche pas avec ça, voilà, je vais faire comme ça et comme ça marchera. Ce sera juste les choix de ma vie et d'avoir cette liberté. Moi, je ne veux pas me retrouver, je ne sais où, parce que je suis en train de déprimer parce que j'ai perdu une étoile. Ça reste un métier, quoi. Je veux pas me foutre en l'air à cause de pour ce métier-là, en tout cas. Non, il y a la famille, il y a les amis, il y a la vie, il y a les petits oiseaux, il y a autre chose aussi. En cette année 2025, pour ses 125 ans, le guide Michelin crée la surprise en s'associant à l'émission Top Chef. Le gagnant de Top Chef pourra donc peut-être avoir directement une étoile. C'est bien ça pour son restaurant éphémère. Alors, peut-être, ça veut dire que sur la base des essais tables, des repas effectués par nos inspecteurs tout au long du concours et en particulier dans le restaurant éphémère qui sera créé pour l'occasion, on pourra aller jusqu'à décerner ou non une étoile du guide Michelin.
Mais ça n'est pas sûr, on est d'accord. Ah, ce n'est pas sûr, le guide Michelin est complètement indépendant. Gardez votre indépendance. Et ces dernières épreuves n'ont pas encore eu lieu. On joue le truc à fond, on participe à une saison complète. On a été très pénible, parce qu'au guide Michelin, on ne fait aucun compromis sur la méthode. Ah oui. Notre approche pour évaluer la qualité des tables, protéger l'anonymat des inspecteurs, c'est ce que vous avez dit. Et donc, nous avons eu un cahier des charges extrêmement long, extrêmement lourd. Et on a voulu pouvoir évaluer les candidats dans la durée, parce que c'est pas un concours de 3 jours. On parle de plusieurs épisodes, et c'est 4 à 6 inspecteurs différents à chaque fois, qui sont venus tester la production, enfin tout ce qui sortait des cuisines. Donc c'est là-dessus qu'on ne fait aucun compromis, parce que le guide Michelin attribue les étoiles ou recommande de cette façon-là. En fait, nous, ce qui est important, c'est la qualité de la cuisine. Donc, c'est la qualité des produits, c'est la maîtrise des techniques de cuisine, c'est l'harmonie des goûts et des saveurs. Mais d'habitude, vous passez 8 fois dans les restos ? Non, alors en pratique, on n'a pas de limitation, mais on passe plusieurs fois par an. Ce sont des inspecteurs différents ou des inspectrices, un ou plusieurs, et les décisions du guide Michelin sont toujours collégiales. Et c'est cette collégialité, cette évaluation dans la durée, dans des contextes différents, qui ont été vraiment réalisés, mis en place tout au long du concours. Et comme le guide Michelin est là pour recommander des restaurants, on est là pour faire sortir les gens au restaurant pour aller déguster des vraies tables, nous sommes allés jusqu'à exiger de l'émission d'ouvrir un restaurant éphémère pour aller tester les finalistes en situation dans un restaurant ouvert au public. Est-ce que vous n'aviez pas peur que ça dévalorise les étoiles ? Alors écoutez, parce qu'il y a eu cette polémique au moment de l'annonce. Il y a eu quelques questions. Alors déjà, cette étoile n'a pas encore été attribuée, et elle ne le sera que si l'expérience que nous fait vivre ces candidats le vaut réellement. Donc là, on verra bien, et on le fera en toute indépendance, sans compromettre avec nos critères et nos niveaux d'exigence. Maintenant, ça a été évalué dans la durée, et je peux vous dire que les candidats qui participent à ce concours sont d'excellent niveau. Et nos inspecteurs ont été très impressionnés par ce qu'ils ont eu l'occasion de déguster. Le vainqueur pourra donc remporter une première étoile. Un choix qui crispe les chefs étoilés Ronan Kervarec et Camille Delcroix. Je suis pas d'accord là-dessus. Même si aujourd'hui c'était des amateurs au tout début, et aujourd'hui il y a vraiment du très 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 haut niveau. Et que il n'y a aucun doute que certains candidats qui soient dans cette future saison et qui gagnent ne vaut pas l'étoile, ça j'en doute pas. Comment c'est fait ? C'est est-ce que ce candidat ou cette candidate qui va prendre l'étoile s'est installé avec ses propres sous, a les mêmes emmerdes que quelqu'un qui est un chef d'entreprise qui démarre où t'as pas de pognon, faut y aller, il faut recruter tes équipes, faire tes business plans, les banquiers qui te donnent tes crédits, ta déco, enfin tout, ce qu'il faut pour arriver à ouvrir, ne serait-ce que déjà ouvrir un restaurant. Je trouve qu'il y a un petit manque de respect, pour toutes ces maisons depuis des mois ou des années qui se battent corps et âme avec leurs petits moyens. Est-ce qu'un concours aujourd'hui, on peut créer un concours qui veut des étoiles, quoi ? Bon, alors l'association, elle est sympa. Moi, ce qui m'a désolé un petit peu, c'est que le gagnant pourra peut-être avoir une étoile pendant quelques temps avec pignon sur rue. Ça me dérange un peu, parce que nous, quand on ouvre un restaurant, on est tout seul, on a des emprunts, on doit trouver des salariés, des fournisseurs, on doit tout créer de A à Z, on doit se battre tous les jours, accueillir nos convives. Moi, il y a 7 ans, on m'aurait proposé ça m'aurait peut-être mis un petit peu mal à l'aise. Si nos 2 chefs étoilés continuent à s'investir avec l'espoir de décrocher un jour un autre macaron, ce qui compte avant tout pour eux, ce sont les étoiles dans les yeux de leurs convives. Si on le fait, c'est par amour de l'être humain. Aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Parce qu'on aime les gens qu'on fait ce métier-là. C'est pas cuisiner que j'aime, c'est justement trouver une alchimie de la cuisine pour créer de l'émotion, pour voir des personnes, les convives en face de moi qui sourient. C'est quand même du bonheur. Faire sourire. Dans le monde dans lequel on vit, faire sourire, c'est quand même un luxe. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.